Le mois de mars va être assez intense, hein. Tout début mars, on a le carré Vénus le 3 mars, et puis Mars carré à Uranus le 9. À ce moment-là, Mercure qui rentre dans le signe du Bélier, la nouvelle lune. Et nous avons Mercure qui va commencer à se calmer à la fin du mois. Il ne va pas faire sa rétrogradation fin mars, il va la faire 1er avril, mais il va quand même ralentir sa course. Il va devenir stationnaire. Ce qui fait que nous allons être invités à nous intérioriser. Ça va être une énergie plutôt intérieure dans cette grande saison des éclipses qui commence maintenant. Donc, durant ce mois de mars, nous allons être invités à réfléchir. Beaucoup de choses qui vont se passer, bien sûr, dans le Verseau, où nous sommes invités à repenser la modernité, beaucoup d'actualités technologiques, beaucoup de choses de la nouveauté que nous allons être invités à repenser au point de vue éthique. Et l'éthique, c'est clairement le poisson. Bien sûr, tous ces transits technologiques vont nous inviter à penser à Uranus et préparent d'une certaine manière la conjonction qui va avoir lieu entre Jupiter et Uranus, parce que toutes les planètes vont quitter le Verseau pour entrer dans le Poisson, qui est aussi la demeure de Jupiter. Il y a donc quelque chose d'un basculement qui prépare cette conjonction. Vous voyez, elle n'arrive pas sur un terrain neutre. C'est comme si elle était accompagnée, que les planètes disent « Ok, on vient aider, on vient soutenir, on vient préparer un transit pour qu'il soit le plus favorable possible. » Il y a une espèce d'engouement, un engouement énergétique. On va sentir à l'intérieur de soi-même des équilibres qui vont se remettre en place, des énergies qui vont s'articuler différemment. Ça va poser aussi la question de la réalité virtuelle augmentée, des casques visuels que l'on met sur ses yeux et qui nous amènent dans un univers totalement différent de celui dans lequel nous évoluons. Alors, il y a déjà des personnes aux États-Unis qui marchent dans la rue avec des casques allumés, ça crée des fenêtres persistantes. On peut se diriger dans un univers passé, présent, futur, ou un autre endroit de la planète où on va toucher du doigt un problème, une problématique. C'est une espèce d'information spatiale. C'est comme ça que Apple a nommé notamment son casque une informatique spatiale. Il y a quelque chose de très ouvert, de très complet entre ce Neptune, ce Poisson, et puis cet Uranus, ce Verseau, qui sont en ce moment en train de fonctionner ensemble. Et je pense que nous allons, via Neptune et Uranus, les deux ensemble, créer de nouvelles perspectives, des nouvelles zones d'exploration qui manquaient un petit peu parce que nous n'avions plus rien à découvrir. Et bien là, ça ouvre de nouvelles portes, ça ouvre de nouvelles fenêtres. Par contre, attention, ce que l'esprit voit, ce que l'œil voit, il le croit. Et donc, on peut facilement tomber dans une forme de piège où, si nous ne filtrons pas les images qui rentrent à travers cette réalité augmentée, eh bien, déclencher des troubles et notamment des syndromes de choc post-traumatique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti dans un musée, puisque j'avais moi-même testé un casque de réalité augmentée qui m'a mené dans l'histoire, dans une salle de torture. Et dès que je me suis aperçue dans quoi j'étais embarquée, c'était au musée de l'ésotérisme à Venise, eh bien, j'ai immédiatement débranché le casque et j'ai refusé que les images viennent m'imprégner parce que ça pouvait faire ressurgir des traumas précédents que j'avais eus, que j'avais gérés et que j'ai très bien digérés. Je n'avais absolument pas envie que ça revienne sur le devant de la scène, ni même éventuellement que ça réactive une vie passée traumatique où la porte était refermée. Donc tout ça, c'est très intéressant, c'est passionnant, mais à mener aussi avec une réflexion, et c'est peut-être ce que la saison des éclipses va venir nous apporter. Donc une espèce de frontière qui est de plus en plus poreuse entre l'imagination, la réalité, quelque chose de technologique. Vous voyez, on est en train de flouter les relations, on est en train de flouter les frontières. Alors cette trajectoire technologique, c'est vraiment Pluton en Verseau, mais c'est aussi Saturne en Poisson. Donc il y a beaucoup de créativité. Il y a un mixte des deux, et là ça fait sens. Ça fait sens dans cette histoire profondément technologique, puisque nous avons, depuis l'invention de ChatGPT, qui a été mis à disposition du plus grand nombre,
eh bien, une forme de révolution qui s'est enclenchée et qui va générer aussi des images, générer des sensations, générer des assistants pour notre vie. Et il y a véritablement quelque chose qui est en train de changer notre relation au monde. Alors, même quand les photos, par exemple, sont générées par l'IA, les photos, la photo, les images, c'est l'univers poisson, eh bien, nous avons de plus en plus de mal à savoir ce qui est généré par une IA et ce qui est généré par une personne. C'est-à-dire, est-ce que l'image que je propose euh, vient d'une photo ou au contraire, est-ce qu'elle est complètement artificielle? Et ça va poser un certain nombre de questions en termes d'emploi, en termes de croissance, en termes aussi d'éthique euh, et en termes de réalité. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est plus? Et on voit une espèce de floutage du réel qui peut être très dérangeant. C'est-à-dire que normalement, on fait confiance à ses yeux, à ses oreilles, à ce que l'on voit, à ce que l'on croit. Et là, eh bien, on vient nous raconter une histoire totalement différente, purement artificielle. Et ça floute les frontières. Et ça, c'est Neptune Poisson, Saturne Poisson, Pluton qui est en Verseau. Mais dans ce contexte d'éclipse, eh bien, quelque chose nous est raconté. Et assez rapidement, dans l'industrie, par exemple, du cinéma, de la photo, bon, la photo, c'est déjà le cas, mais dans l'industrie du cinéma, eh bien, ces technologies, ces nouvelles technologies vont complètement changer la donne. Ça va être véritablement révolutionnaire. Alors, le souci, c'est vrai que chaque fois qu'il arrive quelque part, notamment plutôt en verso, il amène une nouvelle technologie qui supplante complètement la précédente. C'est un petit peu comme le papier qui est arrivé à la place du papyrus. C'est aussi l'image, le format photo qui a complètement supprimé la peinture. Avant, lorsqu'on voulait faire son image, c'était réservé à une élite. Il pouvait payer un peintre, un portraitiste, pardon, qui allait réaliser une peinture. Et puis après, on a eu l'image. Au début, l'image, elle était gravée sur des stèles. Elle était taillée dans la pierre. Après, on a eu la poterie. Ensuite, on a eu bon les papyrus, bien sûr, euh, le dessin, l'encre, et puis l'imprimerie. Et au début, on avait les moines copistes. Et après, ça a été supplanté par l'imprimerie. Maintenant, l'imprimerie est remplacée aussi par le digital, par l'informatique. Et peut-être que dans quelques temps, nous n'aurons même plus besoin du digital, c'est-à-dire ça sera une hyper-digitalisation. C'est-à-dire que peut-être nous allons avoir une interface machine-humain qui fera que la connaissance rentrera directement dans notre cerveau sans passer par nos yeux. Qu'il y aura une étape qui sera supprimée. Alors, je ne veux pas faire de la futurologie, mais pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça. Alors, ça peut nous sembler assez terrifiant, mais chaque génération qui arrive aime beaucoup les avancées technologiques dans laquelle elle arrive. C'est-à-dire, elle n'a pas connaissance de l'ancien monde. Nous n'avons pas connaissance de l'époque où nos ancêtres faisaient faire leur portrait par un peintre. Et pourtant, j'ai dans mon grenier des tableaux de mes arrière grands-parents, à l'époque où la photographie n'était pas courante. Et du coup, ça va nous amener à réfléchir. Alors, Google avait fait une très grande annonce. Il avait lancé un programme pour concurrencer OpenAI. Et puis, ils ont été obligés de rétropédaler. Ils ont perdu énormément d'argent. Et le rétropédalage s'est fait au moment où la Lune était en taureau, conjointe à Uranus. Donc, il y avait une conjonction Jupiter-Uranus-Lune et et Vénus qui était à 29 degrés du Capricorne. Et lorsque la nouvelle s'est répandue, a été diffusée, eh bien, Vénus était dans le Verseau, elle était jointe à Pluton. Et là, on est venu me montrer que quelque chose ne marchait pas, ne collait pas, qu'il y avait eu un espèce de choc, qu'il y avait des erreurs dans l'IA de Google et qu'elle refaisait l'histoire à sa manière. Et donc, il y a eu une perte sèche pour Google, qui a perdu, je crois, plusieurs milliards. Alors, bien entendu, toute cette technologie va toucher toute la société. Au départ, ce sont les artistes.
les graphistes, les photographes. J'ai déjà vu, alors je suis pas une toute jeune personne, mais j'ai vu naître Internet. C'est dur quand on dit ça. Et j'ai été très rapidement sur elle. J'ai adoré cet espace-là. Par contre, j'ai vu aussi naître les appareils photo numériques. Et donc, j'ai vu disparaître les photographes et les boutiques de photographes qui disparaissaient les unes après les autres. Et maintenant, eh bien, comme les photographes anciens ont disparu, une nouvelle technologie arrive et même la photo numérique risque de céder la place devant des technologies où l'humain n'apparaîtra plus. Et ça va poser des vraies questions, des vrais enjeux en termes d'emploi, en termes d'organisation, en termes de penser la société. Alors, bien entendu, personne ne va renoncer à certains outils. Je pense à Photoshop, notamment pour les graphistes. Encore que moi, Photoshop, je l'utilise de moins en moins. Et on s'aperçoit que on va sur une tablette, on intègre les photos, on prend les meilleures images et il y a quelque chose qui sort, qui est tout de suite presque parfait sous l'œil du rendu parce que nous avons un regard. Et notre regard est de plus en plus critique dans ce que nous voyons. Il y a une forme d'exigence. Et au plus nous allons aller vers quelque chose d'artificiel, au plus il va y avoir une exigence sur le rendu et la perfection de ce que nous voyons. Alors, je pense que dans les temps qui viennent, nous allons avoir des choix autant collectifs qu'individuels à faire, qui vont être d'utiliser ou pas l'intelligence artificielle, d'utiliser ou pas des robots, d'utiliser des implants, notamment des implants neuronaux. Alors, c'est très culturel, hein. Il y a des personnes que ça peut faire bondir en disant c'est n'importe quoi, c'est dangereux. Maintenant, des personnes, par exemple, qui souffrent d'Alzheimer, des personnes qui sont handicapées, peut-être que l'idée de remarcher, ça peut être vraiment séduisant. Et ça peut amener un bien-être, un confort à ces personnes. Euh, je pense qu'il va y avoir aussi un choix individuel. C'est ça que vient nous raconter le Verseau. Le Verseau, il est là aussi pour me dire, ton corps t'appartient, tes choix de vie t'appartiennent. Tout ne peut pas être contrôlé par la société, par l'extérieur. Il y a aussi une partie de moi qui peut être séduite par ce genre d'approche, pour avoir plus de savoir, pour compenser parfois des troubles cognitifs. Il y a eu des personnes qui ont été abîmées pendant le Covid, notamment par les Covid longs. J'ai été mise en contact avec des gens qui étaient des chercheurs, je pense à une personne en particulier, et qui avait un brouillard cérébral très important. Elle n'arrivait plus à penser normalement. Même moi, après le Covid, j'ai, vous l'avez peut-être senti à certains moments, plus de mal au niveau du langage. Il y a des moments où ça dérape un petit peu. C'est-à-dire que naturellement, j'ai une dyslexie, et il y a des moments où ça s'entend un petit peu. Ceci mis à part, je crois que nous allons tous être invités à réfléchir à l'avenir et ces questions vont se poser très rapidement. Ce qui est stupéfiant dans la période, c'est la rapidité des questions. Et nous, les questions se posent, la technologie apporte une réponse, mais nous, humainement, nous n'avons pas encore eu le temps d'apporter une vraie réponse. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, les casques de VR, c'est des jeux, c'est cet univers-là. Mais dans quelques temps, je pense que nous allons pouvoir recevoir des consultations médicales par VR. Il y a des sociétés qui travaillent là-dessus. Nous allons pouvoir avoir des sessions d'échange, comme si nous étions dans un bureau virtuel avec casque VR et faire peut-être des consultations astrologiques sous casque VR. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va être mis en place rapidement. Et ça va complètement changer notre manière de vivre. C'est-à-dire, il est possible, on imagine un univers complètement dystopique où nous allons avoir, par exemple, une salle d'opération contrôlée à distance par un chirurgien. Et l'opération se fera absolument normalement avec une équipe sur place. Et simplement, le chirurgien sera remplacé par un robot et le chirurgien donnera les actes au robot comme s'il était dans la même salle. Donc, je pense que nous allons arriver à des bouleversements de société, un changement complet d'univers qui peut sembler terrifiant, mais qui va ouvrir des perspectives incroyables en termes de compréhension, en termes d'échange, en termes de croissance. À une condition toutefois, ça c'est le côté lumineux, que nous n'allions pas vers quelque chose qui mette en danger, en péril, l'avenir même de notre civilisation. Alors, bien entendu, cette
violation de la forme vient heurter profondément des conceptions religieuses. La spiritualité, elle s'en accommode. Mais par contre, le religieux a beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal par rapport à la chirurgie esthétique, qui est l'intervention sur la forme. Et c'est intéressant de voir comment la chirurgie esthétique, par exemple en France, a mauvaise presse, alors qu'aux États-Unis, c'est totalement différent. En Corée, c'est pareil. En Corée, la majorité des femmes ont vécu une chirurgie esthétique, notamment pour faire débrider les yeux et affiner son visage. Eh bien, là, il y a un blocage et on n'aurait jamais pu imaginer une autorité religieuse se prononcer sur la condition humaine, sur le bien fondé de mettre une puce ou pas dans le cerveau et ce genre de choses. Parce que là, on se décorporalise. Et il y a un interdit. Et donc, il y a une forme de culpabilité. Et c'est intéressant de voir parce que la culpabilité, c'est le poisson. Et là, nous rentrons peu à peu dans une ère totalement verso. On avait posé la question à Mel Gibson parce que certains de ces films étaient en avance sur des choses qui se sont produites. Et on lui avait demandé quelle était son intuition par rapport à ça. Et il a dit en fait qu'il n'étudiait pas la technologie, il étudiait comment les gens allaient réagir par rapport à la technologie. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant dans cette compréhension plutôt en verso. C'est un excellent conseil, notamment pour les astrologues. Si les personnes sont ouvertes, eh bien, la nouvelle technologie va amener beaucoup de choses positives. Et c'est intéressant de voir, par exemple, les alignements planétaires. Quand il y a une nouvelle découverte, que cette découverte est publiée, eh bien, de regarder à ce moment-là les passages dans le ciel et voir quelles vont être les conséquences. Il y a une espèce d'alignement entre la découverte et les archétypes, ainsi que la réaction, bonne ou mauvaise, de cette découverte. Et alors, c'est intéressant de voir le fossé générationnel. Comment les anciennes générations sont complètement fermées à, par exemple, des choses très technologiques et comment les nouvelles générations ont soif de ce genre de technologie. Notamment les casques VR chez des adolescents ou des jeunes adultes qui vont être complètement immergés dans un monde artificiel. Et pourtant, qu'est-ce qui est artificiel, qu'est-ce qui est réel? Et c'est là où ce Saturne en Poisson vient quand même fouter la marche. Et là, il y a des révolutions technologiques qui se préparent. On a l'impression un petit peu en Europe d'être sorti de l'histoire. Mais dans le monde, il y a des révolutions. Vous avez Jeff Bezos, Nvidia, qui ont rejoint OpenAI, Microsoft, pour soutenir une licorne. Alors, une licorne, c'est une grosse entreprise pour monter un robot humanoïde. Et à peu près, le coût est évalué à 2 milliards de dollars. Donc, beaucoup de grosses entreprises investissent massivement dans les robots, dans la technologie robotique, dans l'intelligence artificielle. Et en Europe, par contre, on va complètement à l'inverse. On parle de réglementation. On parle de normes. On parle de limites. Et voyez, il y a deux mondes qui s'opposent. Soit le monde de l'ouverture par rapport à la technologie, soit le monde de la fermeture. Mais très rapidement, ces deux mondes ne pourront plus parler ensemble. Ils n'auront plus de communication. Et il y aura un monde de l'avenir, un monde du passé. Et la croissance se fera toujours dans le monde de l'avenir. Et c'est ce que je dis, hein, c'est que ceux qui ont raison, ce sont les générations futures contre les générations passées. Alors, avec Pluton qui passe dans le Verseau, il passe dans un signe humain. Ça va venir nous poser la question, qu'est-ce que l'humanité? C'est un défi. Et là, avec cette saison des éclipses, ça vient renforcer tout ça. C'est-à-dire que si demain, nous avons des robots humanoïdes qui viennent nous assister, qui viennent garder nos enfants, mais qui viennent devenir des compagnons ou des compagnes, c'est quoi l'humain? La question s'est posée, par exemple, il y avait eu un film sur Netflix, pardon, c'était HBO, c'était Westworld. C'est-à-dire, c'était des robots humanoïdes qui étaient dotés de sentiments, qui étaient dotés de conscience. Et cette série a été arrêtée, elle était profondément dérangeante parce qu'elle venait poser la question de où commence l'humain artificiel et où finit l'humain réel. Et il y avait une espèce de floutage, c'est-à-dire que les robots étaient dotés de sentiments, dotés d'empathie, dotés de bienveillance, alors que les humains
qui les confrontaient, eux, étaient dans un univers de cruauté et ils défoulaient sur les robots leurs pulsions sadiques. Et donc, est-ce que, parce que je vais m'acharner sur un robot, je suis dans un élément neutre, comme par exemple de déchirer un livre. Si vous prenez un livre que vous le brûlez, euh, vous êtes autorisé à le faire. Vous n'avez pas de problème avec ça. Par contre, si vous prenez un robot qui a une forme humanoïde, il n'y a pas une grande différence par rapport à un livre. Sauf que ce robot vous ressemble. Et s'il est doté de conscience et doté d'une forme d'empathie, ça va ramener une compréhension complètement différente. Là, on s'éloigne de l'astrologie. Et pourtant, on est en plein dedans. C'est une réflexion à mener. Parce qu'à un moment donné, avec Pluton dans ce signe humain du Verseau, nous allons être amenés à réfléchir à ce qu'est l'humain. Quelle est sa définition? Quels sont ses paramètres? Qu'est-ce qui me détermine? Quelles sont aussi les menaces qui pèsent sur moi, sur mon humanité? Des menaces, par exemple, non humaines. Quand on cherche à définir l'humanité, qu'est-ce qu'un être humain par rapport à un animal? C'est compliqué. Au début, les savants disaient c'est l'intelligence. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a des espèces qui sont très intelligentes. Ensuite, ce sont les mains. Et les chimpanzés, les loutres aussi ont des mains. Et ils utilisent des outils. On trouve aussi des animaux qui utilisent des outils. Et des animaux assez surprenants, comme par exemple la pieuvre. Le chimpanzé l'utilise couramment. Alors, quelle est la différence? Alors, certains ont dit, c'est le culte de la mort parce que les humains enterrent leurs proches. Eh bien, on s'est aperçu que les éléphants aussi enterraient leurs proches. De mon point de vue, il y a une chose que les animaux n'ont pas, c'est la compréhension de l'art. C'est-à-dire que dès qu'il y a une œuvre artistique, une œuvre qui va sublimer la réalité, c'est vraiment le propre de l'homme. Et je reste persuadée que l'art fait partie de la définition de l'humanité, c'est même sa définition majeure. Mais demain, quand nous aurons des humanoïdes connectés sur des intelligences artificielles, eux aussi seront capables de générer de l'art. Est-ce à dire que ce sont des humains? Eh bien, à ce moment-là, la question devrait être posée. Alors, il y a parmi ces choses-là la capacité à ressentir de l'empathie. Mais nous savons bien, avec nos chiens, nos chats, lorsque moi-même je navigue et que je rencontre des dauphins, qu'il y a une empathie. Il y a une énergie d'amour profonde qui se dégage des animaux. On voit bien une mère avec ses petits. Il y a vraiment quelque chose d'un dégagement. Est-ce qu'un robot va être capable d'aimer? Honnêtement, je ne suis pas au jour d'aujourd'hui capable de répondre à cette question, mais ce n'est pas exclu. Là, nous allons avoir, bien sûr, cette conjonction Jupiter-Uranus, hein, tout le monde en parle. J'avais fait déjà des vidéos préparatoires, mais nous allons avoir aussi Jupiter qui va passer dans le Gémeaux. Et dans quelques temps, hein, dans près, Uranus va venir passer lui aussi dans le Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le voyage. C'est des déplacements de courte distance. Et là, on voit déjà des taxis aériens qui arrivent. On voit déjà des livraisons sans personne, avec des drones qui vont livrer, avec des livraisons de nourriture. Et je vois bien à Malte, on arrive à se déplacer en taxi qui est de plus en plus petit, qui est très court, comme des motocabines. La nourriture est livrée en mobilette et ça va passer bientôt dans l'aérien. Il y a vraiment quelque chose là de très nouveau qui se met en place. Hier au soir, par exemple, j'avais pas le temps de me préparer le repas, j'avais faim, j'avais pas eu le temps de faire les courses. Bon, bah, j'ai passé une commande. Un quart d'heure plus tard, j'ai été livrée la nourriture que je voulais préparer. J'avais même plus de questions à me poser. Alors, je cuisine beaucoup, mais il faut du temps pour ça. Il faut du temps. Et actuellement, le temps est quelque chose qui me manque. Et on voit bien mon mari, par exemple, qui est en France en ce moment, qui lui est à la campagne, et il me disait, mais moi, me faire livrer une pizza, c'est trop compliqué. Et on voit bien un petit peu ce décalage qui est en train de se dessiner entre une partie du monde qui va être hyper technologique, hyper connectée, hyper reliée, et une partie du monde qui va vivre selon des principes un peu plus traditionnels. Alors, il y a des choses très intéressantes. C'est-à-dire que l'IA va nous permettre aussi d'avoir une meilleure connaissance de, de notre humanité.
il y a eu le 5 février, c'était le jour de la conjonction Mercure-Pluton. Il y avait une entreprise qui avait annoncé qu'elle avait organisé un concours pour développer un programme d'IA pour lire des anciens parchemins qui étaient enroulés et qu'on ne peut pas dérouler. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des rouleaux, on ne peut pas connaître le contenu parce que si on les déroule, ils vont se détruire, ils vont s'endommager. Et bien là, il y a eu des premiers passages, notamment du parchemin enroulé d'Herculanum, qui ont été révélés. Ce sont les papyrus d'Herculanum, près de Pompéi, qui ont été endommagés par l'éruption du Vésuve. Et il y a à peu près 1800 rouleaux de papyrus qui contiennent des œuvres, des œuvres littéraires, philosophiques du 1er, 2e siècle avant notre ère, et qui sont réduits à l'état de masse fragile. Et pourtant, il reste des traces. Eh bien ça, une IA peut les lire. Donc vous voyez comment, au-delà du portage de repas qui est un épiphénomène, il y a véritablement quelque chose, même au niveau de l'intelligence, qui est très marquant dans les avancées actuelles. Il y a cette publication, c'est faite au moment de la conjonction Mercure-Pluton, c'était le 5 février. Alors Mercure, il est très connecté. Mercure, c'est l'octave inférieure d'Uranus, et on voit bien comment il joue quand maintenant il rentre en interaction avec Pluton. C'est un élément supplémentaire à prendre parce que il va servir d'interface et d'outil de communication entre Mercure, Uranus et Pluton. Et quand le prince Charles a annoncé son cancer, il y a eu beaucoup de communication avec son fils, qui lui est vierge et dominé par Mercure. Donc, voyez comment un petit peu les choses vont se passer. Alors, pour certains, Pluton, puisque ces éclipses arrivent quand même avec cette configuration très particulière de Pluton en Verseau, ça a à voir avec le jugement. Ça a à voir avec ce mythe du jugement dernier. Certains parlent d'ère messianique. C'est très intéressant avec Neptune qui est toujours en Poisson, mais ça vient raconter aussi des choix fondamentaux que l'humanité a à faire, soit dans un sens et soit dans l'autre. Il y a quelque chose de marquant. C'est-à-dire qu'en fonction de nos décisions, eh bien, ça va avoir des impacts sur notre avenir, mais pas seulement sur le nôtre, celui aussi des générations futures. Et là, ça vient poser la question de l'atome. C'est-à-dire qu'en déclenchant un conflit et en finissant un conflit par une arme atomique, eh bien, ça a ouvert la porte de l'ère que nous connaissons, qui a été une ère de tension atomique, de guerre froide. Et nous avons eu une parenthèse au moment où un accord a été signé entre Bush père et Gorbatchev. Et cet accord a été signé à Malte pour mettre un terme à cette guerre froide. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons de manière assez soudaine revenir cette guerre froide. Alors bien sûr, Mercure-Pluton, c'est quelque chose de tout petit qui va devenir énorme. Avec Pluton, il y a toujours un prix à payer. Un peu comme Uranus. Il y a un prix à payer. Quand on a Pluton, par exemple, qui va passer sur votre soleil de naissance, il peut amener brusquement une mise en lumière. C'est-à-dire, avec Pluton, on est toujours dans l'ombre. Et d'un coup, soleil dessus, paf, grosse mise en lumière. Ils sont des personnes, par exemple, qui vont devenir célèbres du jour au lendemain. D'un coup, il y a un éclairage. Vous êtes un inconnu et d'un coup, vous sortez, on ne voit plus que vous. Il y a eu des auteurs comme ça. Je pense J.K. Rowling avec Harry Potter, conjonction Uranus-Pluton. L'autre point qui va être intéressant avec Mercure-Pluton, il s'est chargé des énergies de Pluton. Là, il va quitter bientôt le Poisson pour aller en Bélier. Il va rétrograder, donc il va faire un retour en arrière avant d'aller toucher au mois de mai Uranus. Et là, ça vient nous parler aussi de journalisme et de propagande. Et une des raisons pour laquelle notre président français s'est fâché, c'est que visiblement, il y aurait des manipulations d'opinion, de la propagande russe et une volonté d'impacter les élections nationales à travers une communication sous influence étrangère.
Alors c'est très intéressant parce que la communication, la manipulation de l'information fait aussi partie des guerres asymétriques. Et donc il y a plein d'enjeux comme ça. Qu'est-ce que l'information? Est-ce que l'information que je reçois est neutre ou est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est orienté? Quelle est la place des journalistes? Et dans cette configuration-là, c'est très intéressant parce que Mercure en ce moment est dans le Poisson. Ça vient poser la question de ce qui s'est passé notamment sur CNews, où CNews va passer sous contrôle. Alors, est-ce que là, c'est justifié ou pas? Est-ce que c'est de la censure ou pas? Et c'est dans la définition des mots qu'on va poser que nous aurons le sens des choses. Et ça, on voit bien comment Mercure qui avance, qui est direct, ne peut pas se faire sans une remise en question des choses qui va se faire par la rétrogradation. Personnellement, je languis la rétrogradation de Mercure. Alors tout le monde va dire oui, c'est embêtant parce qu'il y a des problèmes informatiques. Alors c'est clair qu'il risque d'y avoir des sacrés soucis informatiques avec des virus. S'il y a une attaque virale, c'est à ce moment-là qu'elle va se passer. J'entends une attaque de virus de grosse ampleur. Par contre, et oui, ça sera Mercure dans le bélier. Donc là, ça va être assez intéressant de regarder ça. Mais ça sera au mois d'avril. On n'est déjà plus au mois de mars. Par contre, si on m'a menti au niveau de la communication, en me faisant croire que certaines choses étaient de la manipulation alors que c'était de l'information, je vais aussi avoir l'information. Et les éclipses, elles vont venir me montrer quelque chose qui jusqu'à présent m'était caché. Alors bien sûr, au niveau de la Russie, il y a eu l'interview de Tucker Carlson avec le président russe. On en a assez peu parlé en France et c'est vraiment dommage parce que c'est un élément important. C'est un élément important. J'en parle dans une autre vidéo un peu plus longuement. Mais là, avec la Mercure qui va passer en bélier, c'est intéressant de revoir aussi bien cette interview que la conférence qu'a donnée le président Poutine à la nation et d'en tirer des enseignements pour les mois à venir, pour les semaines à venir, dans une configuration qui est en train de se tendre avec l'Europe. Alors pourquoi je relis ça avec Pluton-Mercure? Parce que Pluton, on est dans le pouvoir. On est dans le Seigneur des Ténèbres. C'est Hadès. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est le Mordor. Mais il y a un pouvoir mutagène. C'est-à-dire que Pluton, c'est le pouvoir que j'ai sur les choses. Et alors, c'est intéressant de voir comment précédemment les chefs d'État étaient complètement dominés par Saturne et par Jupiter, et maintenant, il y a beaucoup de chefs d'État qui sont dominés principalement par Pluton, parce que ce sont les porteurs de la valise. Là, on va parler de la mort de Navalny. Donc, il y a quand même secoué les opinions politiques. Euh, et nous avons, bien sûr, ça c'est le thème de Navalny, Saturne, qui est opposé exactement à Pluton en Verseau. Et nous avons aussi, bien si on regarde bien, un nœud nord en Scorpion et Uranus en Scorpion. Et là, nous avons de l'autre côté Jupiter qui est ici, donc il y a un passage Jupiter sur Jupiter, ce qui est venu enfler quelque chose. Alors quand on voit cette configuration-là, on est quand même un petit peu surpris parce qu'on voit toujours Jupiter comme un grand protecteur. Et là, eh bien, on dirait qu'une protection l'a abandonné. Et pourquoi la protection l'a abandonné? Eh bien, c'est la proximité de la Lune. Voilà. Là, j'ai une proximité de la Lune noire. Et c'est assez intéressant hein, comme thème parce que j'ai Mercure. Eh bien, Mercure, il est à 26 degrés. On voit bien l'importance de Mercure. Mercure est sur Algol, qui est une étoile particulièrement tueuse dans le taureau. Alors attention, si vous avez Mercure sur Algol, n'allez pas imaginer que forcément vous allez mourir. C'est pas ça. Il faut un certain nombre de considérations, il faut un certain nombre de facteurs, et chaque destin est quelque part unique. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors, 30, 60, 90, 120, on a le nœud sud, ici, voilà, qui passe là. Donc on voit bien qu'il y avait des configurations, en fait, avec Saturne qui arrivait en carré à Neptune. Donc c'est ça, on avait Saturne qui arrivait en carré à Neptune, et on avait Pluton opposé à son Saturne de naissance. Je pense qu'il est né, alors je sais pas s'il est né de jour ou de nuit. Ouais, il est né de jour. Dans Saturne aurait dû le protéger. Mais ma Saturne n'a pas protégé.
Et là, Saturne n'a pas protégé parce que j'avais une Uranus qui était au mi-point entre la Lune noire et Mercure. Et donc, il y a quelque chose qui s'est chargé au moment où Mercure est rentré en conjonction avec Pluton. Et on voit bien comment des fois des configurations négatives se chargent à un moment, se déchargent à un autre. Et si c'est trop fort, eh bien, la vie ne devient plus possible. Alors, c'est très intéressant de voir comment cette période va nous influencer au niveau de la créativité, avec sur fond de Saturne qui est en Poisson, qui a à voir aussi. Je parlais de Hadès, Pluton, voilà, le Mordor. Eh bien, c'est cet univers de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Et Tolkien a fait paraître un premier ouvrage euh, qui s'appelait le Hobbit en 1937. Il y a eu une grosse demande, un gros engouement des lecteurs pour qu'il y ait une suite, qu'il y ait quelque chose de construit, qu'il y ait un univers nourri. Et en fait, cette année-là, eh bien, Saturne était en Poisson. Et l'univers du Seigneur des Anneaux a nourri l'univers de Game of Thrones, ça a nourri l'univers de Dune, ça a nourri l'univers euh, de Game of Thrones. Bref, tous les univers se sont rejoints les uns et les autres pour parler un petit peu un langage d'un univers construit de toutes pièces et ça préfigurait vraiment la science-fiction moderne. Alors même que on ne classe pas forcément Le Seigneur des Anneaux comme un roman de science-fiction. Mais c'était peut-être une des premières fois, mis à part Jules Verne, qu'un auteur inventait complètement un monde dystopique. Et il ne pourrait pas y avoir d'univers fantastique comme Donjons et Dragons, par exemple, sans Tolkien. C'est impossible. Et dans ce Saturne en Poisson, avec ses configurations tenues par Pluton, forcément, il y a quelque chose qui va arriver de l'ordre de la créativité, qui va changer notre rapport au monde. Hein. Il est possible qu'il y ait un livre qui sorte, quelque chose qui va être très marquant dans les mois qui viennent. Ce qui est intéressant par rapport à cette saison des éclipses, c'est que Vénus est en Poisson. Et avec Jupiter, c'est la plus haute élévation de soi-même. C'est-à-dire comme s'il y avait un retour de la lumière. Au moment où les ténèbres sont les plus profondes, la lumière se renforce. Et c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire quand la lumière est très forte, l'ombre se renforce. Il y a une espèce d'équilibre. Et donc, au vu de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, eh bien, il va y avoir forcément, à un moment donné, un renforcement de cette lumière qui va venir nous interpeller à titre individuel. Qu'est-ce que je veux faire? Quel sens je vais donner à cette ombre qui est en train de me heurter, qui est en train de me broyer quelque part? Les sociétés qui arrivent sont des sociétés qui vont être très dirigistes, très dures, où l'individu n'aura plus sa place quelque part. On s'intéresse au système. Et là, dans cette saison des éclipses, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce que l'individu n'a plus aucune valeur? Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un regain de personnes qui vont dire, mais l'être, c'est le but en fait. L'être a de la valeur. Et ça, Vénus, c'est aussi ce qu'elle vient amener dans le poisson. Et dans cette période d'éclipse, c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir ça. Quelle va être ma propre conscience à moi, alors qu'il y a des choses qui vont être mises en sommeil. Mais si c'est mis en sommeil, ça m'oblige à le voir. Alors, la première éclipse, non, mais la deuxième, elle se fait sur les États-Unis. Donc, il y a des choses quand même qui vont se passer là. Et c'est intéressant dans cette logique-là de voir Vénus qui est en Poisson, qui va venir bonifier Jupiter en Taureau, et qui vont amener Saturne à quelque part une réception positive. Donc il y a une configuration cette année qui va être très créative. Il va y avoir la technologie va continuer à progresser à un rythme plus rapide, avec des implications dans le temps réel. Ça va très vite, ça va très vite, mais il va y avoir aussi un bienfait dont nous allons tous tirer le bénéfice. Voilà, je vais pas faire plus long pour cette vidéo. C'est vraiment la première partie. Je vais vous faire plusieurs vidéos sur les éclipses. Il y aura aussi la vidéo de l'équinoxe. Vous allez voir, c'est dense hein, au niveau des informations. C'est important aussi que vous ayez ces informations en cette période d'éclipse parce qu'il va y avoir des équilibres hein, qui vont changer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent.
Il y a des choses où nous devons être au courant quand même des événements en présence. Donc, merci d'avoir participé, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander toujours votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le descriptif en bas dans la présentation de la vidéo. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.